partout le même temple de la consommation. Ici, à Destréland en Guadeloupe. Ou là, au centre commercial du Parc, à La Réunion, avec la même petite musique. Ici, on trouve tout, et même plus que ça. Mais derrière le vernis de la grande distribution, il y a une double réalité. La position oligarchique de certains et parallèlement la sous-représentation de la production locale. Après la filière pêche à Mayotte, c'est le nouveau cheval de bataille de Eredom. Rendez-vous dans les locaux de l'association Robert Villiers. La boîte à idées de Max Dubois et de ses équipes. Il passe les Outre-mer au scanner de la lutte contre le chômage de masse et la cherté de la vie. C'est pas Eredom qui préconise, ce sont les mots du président de la République quand il est en voyage officiel à La Réunion. Donc il préconise la fin des monopoles ou des oligopoles. Et je pense que c'est absolument nécessaire parce que clairement, aujourd'hui, les situations de monopole ou d'oligopole étouffent l'économie des territoires d'outre-mer. On a trop attendu. Aujourd'hui, vous voyez, les gens montrent des mécontentements très très forts. Donc maintenant, il faut des résultats, il faut obtenir maintenant des changements très profonds dans les habitudes des opérateurs économiques, notamment de la grande distribution. Il faut qu'ils changent. Alors, vous parlez de pôle d'attractivité qu'il faut d'une certaine manière rompre dans des habitudes qui sont prises. Et en tant que propriétaire, ceux qui possèdent ces pôles d'attractivité vont vous dire mais de quoi je me mêle? Oui, mais justement, je vais vous dire de quoi je me mêle. De quoi parlons-nous? On parle de centres commerciaux. Qu'est-ce que c'est qu'un centre commercial? C'est un magasin amiral, un grand magasin, dans lequel on peut acheter en général toute la partie alimentaire et agroalimentaire, puis d'autres rayons que tout le monde connaît bien. Et puis à côté de ce magasin amiral, il y a des petits magasins, enfin plus petits, un qui va être un magasin de bricolage, un autre qui va être un magasin pour aller vendre de la brioche, un autre, etc. Bon, tous ces magasins-là, ils font partie de ce que moi j'appelle un groupement d'intérêt économique informel. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces gens qui gèrent ces magasins, dans certains cas c'est le même, dans d'autres cas ce sont d'autres opérateurs, mais globalement tous ces gens-là, ils sont main dans la main. Ouais. Donc ça constitue là un groupement d'intérêt économique informel dans lequel vous ne pouvez pas rentrer. Parce que là, la porte est fermée, ils ont périmétré. Et dans l'autre sens, quand vous regardez par exemple dans l'agroalimentaire aujourd'hui, les filières agroalimentaires, ce sont souvent ces mêmes enseignes qu'on a trouvées en haut, qu'on va appeler le front office, ce qui est devant, d'accord ? Ce sont les mêmes qui ont organisé en ligne dans la verticalité les filières économiques. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, vous avez des gens qui ont fait par exemple des importations, puis de la retransformation, et puis ensuite de la mise dans les rayons. Et ces gens-là en vertical, ils constituent également un groupement d'intérêt économique. Donc, ils ont toute la chaîne. Donc, ils ont la verticalité dans toute la partie de la fabrication et ils ont l'horizontalité dans la partie vente. Mais ils ne sont pas illégaux pour autant. C'est pas une question d'illégalité. On n'est pas dans la légalité ou l'illégalité. On est en train d'expliquer qu'on est dans un système qui verrouille intégralement au profit de quelques-uns toute l'économie des territoires. Et qu'est-ce qui empêche précisément des opérateurs Monsieur X, Monsieur Y, de faire la même chose, en tout cas de faire un peu d'entrisme. Mais vous ne pouvez pas, parce que le ticket d'accès aujourd'hui est trop élevé. Aujourd'hui, vous imaginez qu'un centre commercial, c'est une immense machine. Un centre commercial, il faut se rendre compte, qu'est-ce que c'est? Ça fait parfois jusqu'à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un magasin, le magasin amiral. Donc, aller aujourd'hui faire concurrence, c'est impossible. Vous avez des emprises qui ont été faites immobilières. Vous avez tout un réseau qui a été construit. Et croyez-moi, les gens qui détiennent aujourd'hui ces centres commerciaux ne sont pas prêts à les lâcher. On a un grand combat à mener. Alors, c'est d'abord un combat de conviction. Moi, d'abord, je m'adresse à ces grands propriétaires de centres commerciaux. Je leur dis, écoutez, franchement, les yeux dans les yeux, votre affaire, ça ne peut pas durer. Vous ne pouvez plus continuer aujourd'hui à étouffer l'économie au seul profit de quelques-uns. Ça, c'est pas possible. Parce que ça veut dire cherté de la vie, mais
vous savez, quand on est en situation de monopole, les prix sont plus faciles à faire que quand on est en concurrence. Et moi, je dis que, qu'est-ce que c'est qu'une situation de monopole? Une situation de monopole, un centre commercial, c'est à lui tout seul un monopole. Et quand on m'explique que les clients peuvent aller ailleurs, mais c'est pas vrai. Quand vous avez des gens qui sont à quelques kilomètres d'un centre commercial, c'est là qu'ils vont. Ils vont pas, surtout dans les territoires d'outre-mer, où vous savez comme moi, à quel point il est difficile de se déplacer parce que les routes sont tout le temps encombrées. Les gens vont pas passer des heures et des heures pour aller chercher quelque chose d'un peu moins cher. Donc, les gens sont donc contraints d'aller dans ces centres commerciaux. Il n'y a pas de choix. Ils sont obligés d'y aller. Et en bout de ligne, cette contrainte est utilisée par les propriétaires de centres commerciaux pour bloquer intégralement leur profil économique. Max Dubois, vous imaginez bien que les gens que vous ciblez Oui. ne vont pas accepter de partager leur pouvoir. Alors, oui, d'une certaine manière, ça leur appartient. Ils vont vous arguer du fait qu'ils sont propriétaires. On est sur deux périmètres différents. Vous évoquez la loi. D'abord, les lois sont vivantes. Donc la loi, la réglementation doivent évoluer, doivent changer. Donc moi j'en appelle déjà à changer un peu cette loi. Vous savez, dans le logement social, il était impossible de dire qu'il fallait des logements sociaux dans les villes qui étaient riches, hein, où on ne voulait pas des gens qui étaient moins riches. Voilà. Bon, la loi est passée par là, puis maintenant, on est obligé. Alors, d'aucuns me disent, oui, mais c'est pas respecté. Non, peut-être, mais en tout cas, ils payent la note. Oui. Donc on voit bien là qu'il y a une vraie possibilité de la loi à intervenir. Et il faut intervenir d'urgence, parce que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est une situation du monde d'avant. Le monde ne peut plus tourner comme ça. Le monde, c'est une affaire de partage. Et aujourd'hui, la modernité, c'est le partage. Moi, j'incite vraiment les grands opérateurs, ces propriétaires qui aujourd'hui sont ceux qui tiennent l'économie, je les incite vraiment aujourd'hui à voir la question sous un autre angle que simplement « j'ai le droit ». Mais aussi, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part d'humanisme dans le développement économique de nos territoires? Moi, c'est là où je vais chercher les gens, en leur disant peut-être que vous avez des droits qui sont des droits marqués par la loi, mais vous avez aussi des devoirs qui sont marqués par l'humanisme. Alors là, vous abordez quand même un domaine qui participe du sentiment, j'ai envie de dire, de partage. Alors, quel est le modus operandi que préconise Eredom? Moi, ce que je dis aujourd'hui, je dis que il y a aujourd'hui des endroits qui sont des véritables centres d'attraction commerciale. Pourquoi? Parce que ces centres commerciaux ont mis, comme on l'a dit, toutes les enseignes, les parkings, les petites cantines éventuellement pour que les enfants puissent s'amuser, enfin avec les petites aires de jeu, etc. Tout ça, c'est fait. Ouais. Mais ça s'est fait, quoi. Allez, ça s'est fait avec le pognon public. C'est-à-dire écoutez, ces centres commerciaux, les centres commerciaux, ils sont nés sur la surrémunération. La surrémunération bénéficie en premier lieu. C'est quoi la surrémunération? Vous savez comme moi que la surrémunération, c'est une rémunération supérieure de 40% dans certains territoires, plus de 50% dans d'autres territoires, qui sont cette surrémunération. C'est une surrémunération qui permet, notamment au départ, à tous les gens qui viennent de l'administration, de pouvoir faire face aux obligations sur un territoire dans lequel ils se trouvent. Tout le problème, c'est que, évidemment, tout est monté avec la vague, mais les gens qui n'ont pas la surrémunération, eux, ils sont contraints avec des écarts de salaire par rapport à un prix qui est toujours affiché supérieur. Enfin, je ne vais pas vous redire ici, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent savent les écarts de prix. Il y a eu une histoire de poulet il n'y a pas longtemps, on a vu un poulet à 50 €. Mais vous savez, il ne faut pas aller chercher le poulet à 50 €. Il faut aller chercher le prix des nouilles, il faut aller chercher le prix du riz, il faut aller chercher les choses simples, et puis les fruits et légumes, notamment. Bon, ça, c'est plus acceptable. Moi, ce que je dis aujourd'hui, il faut comprendre comment c'est venu. Donc je dis, l'argent public qui a permis avec la surrémunération de créer ces centres d'attraction commerciale, et puis les infrastructures. Quand aujourd'hui vous allez dans un centre commercial, il y a des routes pour y aller, il y a de l'éclairage public, il y a éventuellement les forces de police les jours de grande affluence qui sont sur les ronds-points, etc. Alors, on va m'objecter que les propriétaires de centres commerciaux payent des impôts. Mais enfin, ils ne payent pas des impôts à due concurrence des infrastructures routières qui sont mises à leur disposition. Alors, le deuxième point est un point très important, c'est que ces filières dont je vais parler tout à l'heure, qui sont les filières des gens qui produisent localement. Vous avez par exemple l'histoire des yaourts. Vous avez des gens qui produisent des yaourts et qui sont un peu dans ce conglomérat, ce que j'appelle les groupements d'intérêt économique informels. C'est-à-dire que ce sont des entreprises très proches de ceux qui ont les centres commerciaux. On va se regarder la face. Oui. En ce qui concerne par exemple les Antilles, vous parlez des béquets.
Oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, je parle des béquets. Alors, quand je parle des béquets, soyons clairs, les béquets qui sont aux manettes, parce qu'il y a des béquets qui... Le groupe Ayotte, par exemple. Bon, le groupe Ayotte fait partie, mais... Le groupe Ayotte, c'est un groupe, mais moi je ne veux pas rentrer dans la stigmatisation. Oui, oui, on peut en parler, mais je ne veux pas stigmatiser, je ne veux pas tomber là-dedans, parce que c'est un problème qui est bien au-delà du groupe Ayotte. Donc, et quand on a un groupe, quel qu'il soit, qui tient une filière, cette filière donc économique, par exemple, on parlait des yaourts. Bon, celui qui fabrique les yaourts, les fabrique avec quoi? Avec ce qu'on appelle les fonds de compensation POSEI, c'est-à-dire c'est de l'argent public qui est de l'argent européen. Attention, qu'est-ce que c'est que l'argent européen? C'est de l'argent français qui est parti en Europe, et cet argent est redistribué sous certaines conditions. Donc c'est l'argent des contribuables. Donc c'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. Donc ça permet de récupérer les écarts qu'il y a entre la capacité de fabriquer largement comme en métropole ou fabriquer en plus petite quantité qui coûte plus cher. Là, il y a de l'argent qui tombe. C'est en dizaines de millions d'euros. Je suis en train de vous parler. Et puis, quand ces entreprises-là ont besoin d'acheter des machines pour pouvoir fabriquer leur yaourt ou leur crème glacée ou mettre le jus de fruits en boîte, oui. Bon, tous ces gens-là bénéficient de la défiscalisation. Donc, on voit bien, quand on additionne le vertical, hein, on a de la défiscalisation et on a des fonds structurels européens, des fonds POSEI notamment, et quand on est en haut, on a la surrémunération et on a les infrastructures. Imaginez quand même que tout ça, c'est nos impôts. Donc moi, je dis aujourd'hui que l'attractivité commerciale qui a été créée, elle a été créée avec cet argent public en partie. Donc on parle de ces zones. Donc on parle de ces zones. Et moi, je dis que ces zones-là, elles doivent donner un accès libre, c'est-à-dire sans droit de ce qu'on appelait autrefois un droit de cuissage, hein, pour dire ça, aux gens qui vont vendre là. Et il faut donner quoi? Il faut donner l'accès à la filière agroalimentaire. Moi, je voudrais qu'on ait en permanence sur le parking, là où les gens viennent, pas à des dizaines de kilomètres, qu'on puisse étaler tous les jours un marché avec des producteurs locaux qui ont le droit d'être dans le flux de la clientèle qui est amenée ici, car cette clientèle, je le redis, n'appartient pas aujourd'hui, moralement, elle n'appartient pas à ceux qui l'ont captée, parce que nous avons payé cher, nous, avec nos impôts, nous avons payé très cher pour qu'ils puissent faire ça. Donc, pour nous résumer, vous demandez à ces monopoles de permettre à monsieur Tartampion, qui est producteur, de s'installer dans leur emprise, dans une certaine proportion, je présume. C'est ça. Gratuitement. Il faut que ce soit organisé. Peuvent venir évidemment ici les producteurs locaux ou éventuellement les coopératives qui unissent les locaux. Il faut que ce soit vraiment local, il faut que ce soit fait à garantie de qualité des produits, parce que dans certains territoires, on connaît bien les problèmes qu'on a, encore une fois, hein, des groupes qui ont souillé lourdement et pour très longtemps la terre. Donc il faut expliquer aussi que ces producteurs locaux vont pouvoir sortir des produits de très grande qualité pour que le consommateur soit un consommateur content et sécurisé. Tout ça, c'est à mettre en place. Il y a des règles minimales. Par contre, ce que moi je ne veux pas, c'est que les propriétaires des centres commerciaux fassent payer un droit d'accès pour payer le flux commercial. Parce que la méthode existe déjà aujourd'hui. Il y a dans ces emprises-là des petits îlots. C'est ça, mais à quel prix? Ben, ça, je n'en sais rien. Donc aujourd'hui, c'est ça le fond du problème. C'est que si vous devez payer un espace pour vendre des carottes ou des patates douces au prix auquel Montblanc est obligé de payer son espace au bon marché dans le bon 7e arrondissement parisien, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est favoriser la production locale. Pour plusieurs raisons. Il y en a au moins 3. La première raison, c'est que la production locale, c'est de l'emploi local. C'est là-dessus qu'Eredom se bat. Nous nous sommes là pour ça. Donc si on produit localement, on va créer de l'emploi local. La deuxième raison. Voilà. Attendez, on me dit souvent, oui, mais les producteurs, ils sont pas fiables, etc. Les producteurs des territoires sont extrêmement fiables. Tout le problème, c'est qu'ils n'ont pas de marché. Et s'ils ont un marché constant, ils sauront produire de manière constante. Seulement, quand vous avez un marché en dents de scie et en quantité produite et en prix, vous pouvez effectivement mal baser une économie de développement. Donc je dis aujourd'hui que tous les gens que je connais dans les territoires, et vous savez que je connais beaucoup de monde parce que j'y vais beaucoup, tous ces gens-là sont des gens qui sont des producteurs, notamment les jeunes, et qui sont tout à fait capables de produire convenablement. Ça, c'est numéro 1. Ensuite, numéro 2, il faut arrêter de faire venir des salades par avion.
écoutez, l'empreinte carbone du matin au soir, on est en train d'expliquer ça. Bon, maintenant, il faut produire localement parce que c'est dans le sens de l'histoire de l'humanité. Localement, avec la possibilité d'écouler. Évidemment, ouais. Tout le problème est là, c'est que si vous n'avez pas accès au marché en bout de ligne, vous ne pouvez rien produire. Et enfin, troisièmement, c'est une condition de prix. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à quelqu'un « viens vendre » si vous lui piquez toute sa marge. Si la marge est ratatinée et piquée complètement par les opérateurs qui ont la puissance de vente, ces gens-là, ils vont rien gagner. Alors, voilà, c'est 3 conditions. Là, Max Dubois, le nœud gordien de l'histoire intervient. On va dire, voilà, un doux rêveur. Parce que ça, pour l'accepter, il faut qu'il y ait quand même des dispositions légales. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut parler avec les gens. Je suis pas sûr que ce que je raconte là, ce que je dis comme histoire du futur, c'est-à-dire cette capacité de permettre aux filières agroalimentaires, fruits et légumes, la filière lait et puis la filière viande, je suis pas certain que certains propriétaires de grands supermarchés soient pas à l'écoute de ça et se disent finalement... C'est vrai, on a cette responsabilité sociétale de permettre à des producteurs locaux de venir s'installer sur nos parkings et de vendre certains produits. Oui, du coup, nous vendrons moins de ces produits-là dans nos étals, mais ils ont tellement de références. Hein, alors, voilà. Est-ce que la responsabilité sociétale est soluble dans une certaine responsabilité historique? On connaît ce qui fonde les sociétés ultramarines. Vous remettez en question là quelque chose qui participe de la structure, j'ai envie de dire politique même, de ces contrées-là, de ces territoires. Non mais je remets en question quoi? Je remets en question l'ancien monde. Moi, j'avance comme un économiste, quelqu'un qui regarde et puis en même temps un observateur attentif. Vous savez, vous êtes bien placé pour savoir que je suis impliqué dans les territoires d'outre-mer depuis plus de 30 ans. Donc je vois évoluer les sociétés. Et aujourd'hui, je dis que la possibilité est offerte historiquement de changer de braquet, c'est-à-dire d'aller vers une société plus fraternelle, ça c'est clair, et harmonieuse, et donc plus responsable, parce que quand on parle de plus fraternel, je suis pas un doux rêveur, c'est que, vous savez, quand il n'y a pas de fraternité, les gens s'opposent. Moi, je veux éviter ça.